La semaine du biscuit sourire de Tim Hortons est de retour dès le 13 septembre. Pendant une semaine, des biscuits à brisure de chocolat recouverts d'un sourire rose et bleu seront disponibles dans tous les restaurants Tim du Canada. 100% des bénéfices de chaque biscuit sourire seront renversés à des associations caritatives locales dans le quartier de chaque restaurant. Célébrant son 25e anniversaire, la campagne Biscuit sourire a amassé plus de 60 millions de dollars pour des organismes de bienfaisance, des hôpitaux et des programmes communautaires. Votre biscuit sourire vous attend du 13 au 19 septembre chez Tim. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, selon une étude de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, la pandémie a fait engraisser les Québécois. Nous allons parler avec Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, professeur titulaire à la Faculté de management et d'agriculture de l'Université Dalhousie. Bonjour Sylvain. Bonjour. J'en suis la preuve. J'en suis l'incarnation de cette étude. Donc, vous êtes honnête. Vous êtes honnête. Oh non, oui. Ce matin, j'ai dû essayer 3 vestons différents avant d'en trouver un qui m'allait. Les autres, j'arrive pas à attacher les boutons. J'ai pris énormément de poids pendant cette maudite pandémie-là. Heureusement, je suis pas tout seul. C'est drôle. La TV, on dit que la TV engraisse. Je vous regarde à la télévision, j'ai pas perçu de gain de poids avec vous. C'est la bédane, c'est la bédane. Vous le cachez bien. Oui, c'est ça. Gardez votre barbe. mais c'est... Ouais, en effet, la pandémie a hypothéqué notre santé, je pense. Au Québec, il y a un scénario qui préoccupe davantage par rapport aux autres provinces, c'est les jeunes. La génération Z, les milléniaux, tout le monde en bas de 40 ans, là, 55% ont pris du poids indésirable. Là, je veux mettre de l'emphase sur le mot indésirable parce que, vous savez, Richard, gagner du poids avec l'âge, c'est normal. La recherche nous le dit. Ben oui. C'est plus notre métabolisme change, tout ça, mais quand on a sondé les 10 000 Canadiens, et les 2300 Québécois, on leur a demandé est-ce que c'est bien du poids indésirable que normalement vous n'auriez pas gagné s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc 55%, c'est énorme, là. Oui, tout à fait. Mais là, vous êtes en train de faire, Sylvain, de la grossophobie. C'est pas bon, ça, de dire que les gens doivent perdre du poids. C'est plus un constat. Écoutez, vous savez, il y a beaucoup de monde qui ont gagné du poids sans manger plus, là. C'est parce qu'on bougeait moins. Oui. Et le confinement empêche les gens de bouger plus. Et puis en plus, souvent, les gens qui travaillaient à la maison, leur bureau, c'était la cuisine. La cafétéria était à peu près à 2 pieds d'eux. C'est pas facile. Il faut de la discipline. C'est le déséquilibre que la pandémie a créé. Il faut pas blâmer personne. En fait, ce qui est important, c'est de faire le constat qu'effectivement, on est moins en forme. Et puis, une fois qu'on va avoir terminé la pandémie, on a les médias, tout le monde ont été préoccupés par la santé publique pour ce qui est du virus. À mon avis, après la pandémie, il va falloir commencer à penser à la santé des gens, la santé physique des gens. Oui, la santé mentale aussi. Mais c'est certain qu'on est anxieux, donc on a tendance à manger nos émotions, comme on dit, là. Ouais. Ça, c'est sûr. On boit plus d'alcool aussi. Le vin, ça fait grossir. On fait moins d'exercice. Mais le bon côté, quand même, de la pandémie, c'est qu'on s'y met à cuisiner plus. En tout cas, moi, je le vois chez nous, puis je vois mes amis aussi, là. Essayer d'acheter un barbecue ces temps-ci, il en reste quasiment plus. Là. Tout le monde s'est mis là, à la bouffe, là, puis ça au moins c'est pas pire. Là. C'est une bonne nouvelle. Absolument. En fait, au niveau de la littératie alimentaire, là, on est plus éduqués, on a essayé toutes sortes de recettes. D'ailleurs, les Québécois, en moyenne, on connaît plus de recettes qu'avant la pandémie. Donc, il y a vraiment des gains. On est bien outillés pour prendre soin de nous après la pandémie. Une fois qu'on va commencer à bouger, on va sortir, on va se promener. Je pense que de façon naturelle, on va commencer à se débarrasser du surplus de poids là qu'on a durant la pandémie, à mon avis. Là. Surtout qu'on arrive à l'été, là. Donc ça va faire du bien, les gens vont sortir, le vaccin va faire son œuvre. Alors, je pense qu'on est dans le pire là actuellement et
on croyait comme laboratoire que c'était important de faire un constat public en disant, bon, ben voici, là, on commence à voir la lumière au bout du tunnel maintenant, mais là, il faut faire le constat qu'il faut prendre soin de nous, là. Oui, tout à fait, mais puis le télétravail, là, c'est ça, avec le frigo qui est juste à côté du bureau, là, juste à côté de l'ordinateur, c'est pas génial non plus, là. Non, c'est sûr. Et puis, il faut une discipline. Puis, pour les gens qui ont des enfants, en tout cas, moi, nous, on en a des enfants. Puis, c'est pas évident là, de s'en venir aux 3 repas. Après ça, il y a les collations. On perd nos repères. Là. C'est un peu ça que la pandémie a fait, c'est qu'on avait nos routines et ça a été complètement détruit par la pandémie. Alors, je pense qu'il n'y a pas personne qui devrait demander pardon pour un gain de poids, là. Et les gyms qui sont... Je vous pardonne. Merci. Non, mais là, vivement l'été, qu'on sorte dehors et qu'on perde ça. Les gyms qui sont fermés aussi, tout ça. Mais parlant de bouffe, en passant, autre sujet, mais vous avez publié un livre sur la poutine, Sylvain. J'ai pas calculé mon affaire. Sortir un livre sur la poutine la même semaine que sortir une étude sur le bien-être et le gain de poids. Ça, c'est brillant. Non, mais c'est intéressant, un livre sur la poutine. Et là, bien sûr, est-ce que vous avez enfin découvert le mystère des origines de la poutine? C'est où la ville? Parce que là, il y a à peu près 15 villes qui s'obstinent entre elles pour savoir, la poutine, c'est chez nous. Ça vient de chez nous. Donc, ça vient d'où, la maudite poutine? Moi, vous savez, Richard, moi, je viens de Farnham, des cantons d'Est, pas loin de Warwick, pas loin de Drummondville, et je suis allé visiter les endroits, j'étais à Princeville, Victoriaville, j'ai rencontré des gens pour vraiment comprendre l'origine. Et puis, il y a beaucoup de monde qui m'ont contacté parce qu'ils savaient que j'écrivais un livre sur la poutine. On me vendait leur histoire, etc. Puis, il y a vraiment 2 théories qui m'ont préoccupé, là, qui m'ont intéressé. C'est la théorie de Warwick et de Drummondville, puis les 2 vraiment ont contribué à la création de la poutine. Fernand Lachance, en 57, ça a été le premier à inscrire sur son menu le mot poutine. Okay. Mais M. Lachance n'aimait pas la sauce. C'est sa femme, en 62, qui a décidé de créer une sauce et s'était vendue à côté. En 62. Ah oui. Et c'est en 1964, à Drummondville, le propriétaire du roi Giuseppe, Jean-Paul Leroy, qui était saucier de formation, il a fait ses cours à Montréal. Lui, la sauce, c'est important, puis ça a été le premier à faire l'amalgame vraiment des 3 éléments, la patate, le fromage et puis la sauce. Donc, c'est lui l'inventeur de la poutine, mais le père et la mère de la poutine, c'est monsieur et madame Lachance à Warwick. Et Sylvain, est-ce que vous seriez assez courageux pour nous dire c'est quoi, vous, votre meilleure poutine, où vous l'avez mangée? Ben, il y a un chapitre là-dessus, puis on a toujours un biais envers la première poutine qu'on mangeait. Ma première poutine, c'était à l'Ami du Passant, à Farnham, sur la rue principale. C'est une roulotte, là. OK. Il n'y a rien d'extravagant, mais cette poutine-là, puis moi, j'aime mon fromage dans le fond. Je sais pas vous, là, mais dans le fond, là, c'est important, parce que ça fond à travers les frites, là. C'est comme le trésor à la fin d'un parcours, là, à travers les frites, là. C'est essentiel. Vous, est-ce que vous avez une poutine préférée? Moi, non, mais je vais vous avouer quelque chose. Je suis nouveau dans la poutine. Je pense que j'ai mangé ma première poutine il y a 4 ans. Ouais, pour vrai, je trouvais ça dégueulasse, mais je regardais ça m'intéressait pas en toutes les frites molles dans la sauce. Je pense que j'ai mangé ma première poutine il y a 4 ans. Et donc, j'adore ça, c'est super bon, là, mais bon. Parce que le problème, c'est que moi, j'aime plus vraiment la poutine parce qu'à 51 ans, là, on digère ça pendant 3 jours. Exactement. Mais à 20 ans, c'est extraordinaire, là. Oui. Et puis, je connais personne qui a mangé une première poutine et qui était malheureux en même temps. On est toujours heureux en mangeant notre première poutine. Comme une crème glacée l'été, là, c'est tout le temps super. Merci. Donc, le livre est disponible actuellement dans toutes les bonnes librairies. Poutine Nation. Poutine Nation. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Au revoir. Bonne journée. La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres.
Alors, Yves Daou, des logements à 500 $, est-ce que c'est facile à trouver à Montréal? Bon, mais t'as déjà vu ce qu'on a fait ce matin à la journée. En fait, on s'est mis à chercher hier combien on pourrait trouver pour 500 et 600 $. Et malheureusement, on n'a pas trouvé grand-chose. Écoute, c'est des 1,5, puis je suis pas sûr qu'une famille de 2 ou 3, là, on serait pas mal tassé, là. Mais ce qui est quand même fascinant, là, la SCHL récemment a quand même développé un rapport qui dit que à Montréal, là, le loyer moyen là, est à peu près de 891 $, qui est en hausse de 4,2 %. Le taux d'occupation est à peu près de 2,7 %. Puis tu sais, des studios, là, tu sais, c'est 702 $ le loyer moyen. Une chambre, c'est 810. Un 2 chambres, c'est 803. Puis un 3 chambres, c'est 1100. Fait qu'à 500 $, là, mettons que j'ai même vu des garages à louer pour 400 $ par mois. Mais c'est ça, peut-être tu peux t'entreposer, tu sais, ils vendent des mini-entrepôts, tu peux louer, là. Je sais pas si tu peux en trouver à 500 $ par mois, mais cela dit, c'est moins cher à Montréal qu'à Toronto ou à Vancouver. Quand même. Oh, mais oui, c'est sûr. Je trouve qu'il y en demeure pour moi que le Québec est une génération, en tout cas à Montréal, une génération de locataires. Puis quand tu regardes, je sais pas si tu as vu la dernière étude de l'IRIS là, qui est sortie hier, là, il y a environ 1,5 million de Québécois qui peinent à sortir de la pauvreté. Là. C'est quand même du monde sur 1,5 million. Là. Des gens là, qui gagnent entre 24 000 et 32 000 $. 1,5 million de personnes là, qui vivent. Fait que c'est sûr là, que on n'est pas une société très riche, donc en fait, on peut quand même dire qu'il y a une crise de logement, même si notre ami François Legault veut pas le dire. Mais je pense que le coup d'hier rappelle le coup qui avait été fait à Philippe Couillard. Je sais pas, du 75 $ par semaine pour se nourrir. Tu avais même eu François Lambert qui, lui, s'était aventuré aussi à dire qu'il était capable de vivre à 75 $, mais finalement, ça s'est avéré. Mais ça s'est pas avéré, vraiment. C'est vrai, c'est fait tomber dessus. Oui, tout à fait. Ah, ouais. À dernière heure, une nouvelle de dernière heure, Transat qui a obtenu un financement. Bon, donc c'est annoncé ce matin. Je veux juste te rappeler, aujourd'hui, c'est une grosse journée, c'est l'Assemblée des actionnaires de Transat. Donc, il risque d'avoir beaucoup de discussions sur l'avenir de Transat. Mais ce matin, le gouvernement canadien annonce une aide de financement de 700 millions de $ à Transat. De ce 700 millions de $, il y en a 310 millions qui va être réservé pour le remboursement aux voyageurs qui avaient acheté des billets là, à compter du 1er février 2020. Et donc, mais je te rappellerai quand même qu'il y a 573 millions de billets non remboursés encore. Fait que c'est pas la grande majorité qui vont en profiter, comme ça avait été le cas avec Air Canada. Donc, gros dossier de Transat aujourd'hui. On verra si les actionnaires de Transat vont vouloir entendre la proposition de Pierre-Carl Péladeau de leur qui. Donc, gros sujet aujourd'hui. Donc, on va suivre ça toute la journée. Et Guy Leblanc d'Investissement Québec dit qu'Investissement Québec n'est pas un buffet all you can eat. Ça, c'est vraiment bon. On a obtenu les ajustements sonores parce qu'après notre sortie sur la politique de rémunération, là, où sa rémunération a passé à plus de 1 million de $ et permet aussi à d'autres dirigeants d'entreprise d'en faire plus là, pour atteindre le million. Évidemment, il y a eu beaucoup de critiques. Et pour éviter que ça continue, les critiques, il a fait un appel conférence avec tous ces 1000 salariés de l'organisation et on a eu des extraits sonores dans lesquels il justifie justement, et évidemment, la critique la plus normale, c'est que c'est les médias qui comprennent pas. Eh bien oui, c'est ça. J'ai vu ça, là. Il dit qu'il veut faire une tournée des salles de presse du Québec, Yves, pour vous expliquer là, comment ça fonctionne, Investissement Québec, parce que toi, tu comprends pas. Michel Gérard, il comprend pas, là. Vous êtes des nuls, là. Vous comprenez rien. Il va aller vous expliquer c'est quoi. T'es chanceux, là. J'ai hâte que tu me parles de sa visite. Ah ouais, puis moi, je pense qu'on va y poser des questions sur ce qu'on appelle les prêts pardonnables.
Ben oui, ce qu'on appelle des dons. Oui, des dons. On connaît ça un petit peu. Fait que j'espère qu'il va répondre à nos questions. Puis il en demeure pas moins là, que, tu sais, on le sait, là, Investissement Québec est devenu comme un peu le bras financier du ministère de l'Économie, là. Donc, beaucoup de projets d'investissement et pour lesquels les Québécois sont à risque. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. C'est quoi le risque qu'on a quand Investissement Québec met de l'argent dans des entreprises comme, rappelle-toi, là, les Flying Whales. Ben oui. Des ballons dirigeables, puis d'autres projets comme ceux-là. Puis évidemment, voir toutes les règles d'éthique aussi. Là. Tu sais qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui se passent sur les possibles conflits d'intérêts là, dans ce milieu-là. En tout cas, non, tu comprends rien. Les médias comprennent rien. Il va tout vous Arrête donc de donner des chroniques dans la section argent à des gens aussi nuls que Michel Gérard qui comprend rien à l'économie. Non, je rigole. D'ailleurs, Michel, il faut le lire aujourd'hui. Là. On l'a échappé belle pour le Grand Prix. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est malheureusement une bonne nouvelle qu'on ait tiré la plug à une deuxième année consécutive sur le Grand Prix de Montréal. Ça aurait été assez indécent de tenir ce Grand Prix-là en pleine pandémie. Donc, Michel Gérard, tu me parleras si jamais l'équipe de Guy Leblanc va aller t'expliquer 2-3 choses sur l'économie. Tu nous en parleras. Merci beaucoup. Absolument. Salut, bonne journée, Yves. Salut, bonne journée. Au revoir. Je suis né au Québec. Mon père travaillait à l'usine GM de Sainte-Thérèse. Quand on est l'aîné et qu'on perd sa mère à 9 ans, on apprend vite à s'occuper des plus jeunes. Je comprends les familles de la classe moyenne du Québec, car c'est de là que je viens. Je m'appelle Aaron O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada, et aujourd'hui, je veux prendre soin de notre pays. Le Parti conservateur du Canada. Agir pour le Québec. Approuvé et payé par l'agent principal du Parti conservateur du Canada.